Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Alors, il m'est donné l'occasion de vous présenter aujourd'hui le projet de loi qui vise à l'approbation de l'accord de siège entre l'Agence spatiale européenne, qui a donc été créée en 1975, vous l'avez rappelé, et notre pays. Donc, avant de revenir sur le contenu de l'accord, qui n'appelle pas de long développement, car c'est vraiment un texte qui est très technique, je voudrais quand même dire quelques éléments sur le contexte dans lequel il s'inscrit. Donc la France est depuis toujours une nation spatiale de premier plan. Dès 1965, notre pays s'est imposé comme la troisième puissance mondiale, capable d'envoyer un satellite dans l'espace, juste après les États-Unis et l'Union soviétique. Il s'est doté donc d'institutions remarquables comme le Centre national d'études spatiales, qui a donné à la France sa place à la table des puissances spatiales. Nous disposons évidemment aussi d'une industrie spatiale forte qu'il nous faut préserver. Elle représente un marché de plus de 11 milliards d'euros et emploie quelques 70 000 personnes, industriels, entreprises, sous-traitants, start-up, ingénieurs et ouvriers, qui incarnent donc à bien des égards l'excellence française. Notre expertise, elle est donc essentielle pour garantir l'indépendance de la nation. La France est l'un des pays, un de ces rares pays à disposer d'un accès souverain à l'espace, indispensable pour observer, pour détecter et bien sûr pour communiquer. Alors au-delà de sa dimension stratégique en matière de défense, le secteur spatial est aussi central pour d'autres domaines comme le suivi des questions climatiques grâce à des satellites d'observation de la Terre qui fournissent des informations précieuses, uniquement mesurables depuis l'espace, sur la température des eaux, sur la concentration des gaz à effet de serre ou encore sur la hauteur des vagues. Et donc en ce sens, le spatial est et restera un élément décisif de la compréhension de notre planète et de la structuration des relations internationales. Alors toutefois, cette politique spatiale est aujourd'hui soumise à de nouveaux défis qui sont autant de sources potentielles de déstabilisation. D'abord, la recomposition de l'environnement international, l'ambition de grandes puissances qui n'hésitent plus à exprimer leurs revendications territoriales et économiques par la force. Tout cela renforce donc le rôle stratégique croissant de l'espace dans le champ militaire. Et la guerre en Ukraine montre en particulier combien il est important de disposer de capacités spatiales pour démultiplier l'efficacité militaire des opérations de combat. Et puis parallèlement, nous assistons à une commercialisation croissante de l'espace, accélérée par l'émergence d'acteurs privés d'envergure, de la recherche de technologies disruptives et de nouveaux systèmes commerciaux qui forment ce qu'on appelle communément le New Space. Celle-ci transforme profondément le secteur en remettant en cause le modèle traditionnel du spatial, porté par des acteurs souverains étatiques et des agences. Elle n'invalide toutefois pas la puissance publique et ses capacités de soutien, puisqu'une entreprise comme SpaceX, qui est très attractive dans la conception, dans la fabrication et le lancement de fusées et d'engins spatiaux, elle demeure quand même stimulée par de très nombreux financements et de commandes publiques. Or, la France et plus largement l'Union européenne sont insuffisamment outillées pour faire face à ces engagements. D'abord parce que l'Europe, très présente dans le domaine spatial, a conçu sa politique sur une représentation de l'espace pensée comme un domaine principalement civil, au service d'activités économiques et scientifiques, et non dans sa dimension militaire. Et puis ensuite parce que notre pays, comme l'Europe, investissent trop peu dans le spatial, courant le risque d'être peu à peu marginalisé. La France, traditionnellement première puissance spatiale européenne, est malheureusement reléguée au second plan derrière une Allemagne de plus en plus offensive qui a redéfini sa stratégie spatiale, notamment en novembre dernier, et qui s'apprête donc à investir près de 35 milliards d'euros dans le spatial de défense d'ici à 2030. Et j'attire sur ce point fondamental. L'enjeu est de ne pas laisser l'Allemagne prendre le dessus sur le spatial français et de ne pas laisser avoir par de nouvelles ambitions allemandes de redevenir une grande puissance militaire stratégique. Il s'agit d'un enjeu géostratégique majeur pour la France dans ce second quart du XXIe siècle. Ce différentiel s'observe par exemple dans le financement de l'Agence spatiale européenne. Lors du sommet de Brême des 26 et 27 novembre 2025, la France s'est donc engagée à financer l'agence à hauteur de 3,7 milliards d'euros pour la période 2026-2028, soit un budget constant en tenant compte de l'inflation contre 5,1 milliards pour l'Allemagne avec une hausse de sa contribution de 45%. Donc dans ces conditions, il est nécessaire que la France se mobilise pour compter davantage à l'avenir.
Alors le président de la République a certes proposé une nouvelle stratégie spatiale nationale le 12 novembre dernier afin d'impulser un nouvel élan dans ce domaine. Encore faut-il se donner les moyens à cette stratégie de se déployer correctement et rapidement. Et c'est donc dans cette perspective et avec cette ambition que je souhaite que nous soutenions la conclusion de cet accord de siège entre l'Agence spatiale européenne et notre pays, parce que un tel accord, qui contribue à faciliter le travail et les conditions de vie des personnels de l'agence et de leurs familles, ça va assurer la pérennisation de nos relations avec cette organisation intergouvernementale qui participe au rayonnement international de la France dans le domaine spatial. L'agence bénéficie en effet d'une renommée mondiale et s'est illustrée dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse des sciences spatiales, de l'observation et de l'exploration de la Terre ou encore de la navigation par satellite. On peut penser à son rôle pour la réussite des missions Giotto et Copernicus dans le champ de l'exploration du système solaire et de l'observation de la Terre et du système par navigation par satellite Galileo. Elle contribue également à renforcer les coopérations, aussi bien entre ses 23 États membres qu'avec les principales agences spatiales internationales comme la NASA. Elle collabore notamment autour de la Station spatiale internationale et du programme lunaire Artemis. Je suis favorable à ce type de coopération intergouvernementale plutôt qu'à l'intégration européenne de notre politique spatiale. Enfin, le maintien du siège de l'agence en France assurera notre influence sur l'évolution du mode de gouvernance et de la politique de l'agence, et plus largement, elle contribue à l'attractivité de notre pays auprès des organisations internationales qui sont désireuses de s'installer sur notre territoire. Concernant l'accord qui nous est soumis, je serai bref, les considérations techniques figurent dans ce rapport. Ce texte permet d'actualiser et de mettre en œuvre certaines dispositions de la Convention du 30 mai 1975 portant création de l'Agence spatiale européenne, en particulier de son annexe 1, qui traite de la question des privilèges et les immunités dont l'institution et son personnel bénéficient. Il s'agit finalement d'un texte très classique, très similaire aux autres accords de siège que l'organisation a déjà conclus avec certains de ses États membres. Alors on y retrouve des dispositions analogues concernant les privilèges et les immunités du personnel de haut rang, le statut du chef de mission diplomatique et le permis de travail des membres de la famille du personnel. Il diffère en revanche sur l'application d'un taux effectif au titre des traitements et émoluments versés par l'Agence spatiale européenne. Et donc la France a consenti à un effort important en acceptant une exemption à l'application de ce taux, à la condition que les membres du personnel de l'organisation, qui sont au nombre de 375, déposent une déclaration mentionnant le montant de leurs revenus exonérés afin de ne pas bénéficier d'avantages sociaux indus. Il ne s'agit certes d'un geste non négligeable de notre pays en faveur de l'institution, mais ses conséquences sur les finances publiques seront mineures étant donné le faible nombre de personnes qui sont concernées. D'après les informations qui nous ont été transmises, l'application de cet accord ne soulève pas de difficultés notables et s'avère donc globalement positif pour notre pays. Et par ailleurs, il n'invalide ni l'accord de sécurité sociale signé par la France avec l'Agence spatiale européenne en 1979, ni l'accord relatif au Centre spatial guyanais et aux prestations associées conclues en 2008. Et donc pour toutes ces raisons, je soutiens le projet de loi qui vise à l'approbation de cet accord et je vous invite à faire de même. Et je souhaite vous remercier, Anaïs, pour le travail que nous avons effectué ensemble. Merci pour votre attention.